Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons suivre un petit peu plus l'un des sujets que j'avais parlé par rapport aux aventures de Télémaque. Et on va suivre un petit peu cette direction. Sur des questions-réponses, on va d'abord faire une introduction, explorer un petit peu ce qu'est les voyages de Gulliver, et on va se faire des questions-réponses. Et si vous êtes intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à me le commenter en commentaire, et on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Commençons par l'introduction. Les voyages de Gulliver, par Jonathan Swift, est une œuvre riche et complexe, divisée en 4 parties distinctes, chacune explorant un royaume imaginaire et offrant une satire cinglante des mœurs, de la politique et de la science et de l'époque. Dans la première partie, Lemuel Gulliver, un médecin devenu capitaine de vaisseau, se retrouve sur l'île de Lilliput, habitée par des êtres minuscules. Et cette section du livre est une satire de la politique et des guerres absurdes symbolisées par la dispute ridicule des Lilliputiens sur la manière correcte de casser des œufs. Et Gulliver aide l'empereur de Lilliput dans ce roman, mais finit par s'enfuir après, on va dire, avoir perdu les faveurs de l'empereur. Le second voyage conduit à Gulliver, alors j'arrive pas trop à le dire, mais j'ai essayé de le dire plusieurs fois, mais Brobdingnag, un pays géant, j'arrive pas à le dire, désolé. Cette partie inverse le scénario de Lilliput, donc avec Gulliver, qui est devenu donc minuscule par rapport aux habitants, et il est traité comme un animal de compagnie et observe les absurdités de sa propre société à travers le regard des géants. Et ça la met en gros en lumière les vices et les folies des hommes. Alors on parle toujours de romans de SF, hein. Ici nous sommes sur la SF, donc c'est de la SF. Le troisième voyage amène Gulliver à Laputa. Alors vous allez comprendre un petit peu pourquoi je parle de tout ça. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même qu'on appelle une île volante Laputa. Voilà. Pour ceux qui comprennent un peu le jeu de mots, je trouve ça un petit peu bizarre et même un petit peu pas très correct. Donc c'est une île volante qui est peuplée de personnes obsédées par les mathématiques et les sciences. Mais pourquoi l'appeler Laputa, je comprends pas. Voilà. Mais bon, c'est pourquoi pas. Swift, il critique ici l'excès de rationalisme et d'inefficacité des scientifiques et des théoriciens qui sont complètement déconnectés des réalités pratiques, un peu comme nos politiques de nos jours. Et enfin, on a le quatrième voyage, donc au pays des Ouyum, et qui présente une société gouvernée par des chevaux intelligents et nobles, tandis que les Yaous, des créatures qui ressemblent à des humains mais qui sont brutaux et bestiaux. Voilà, cette partie de cette histoire critique une profonde nature humaine qui montre des hommes comme inférieurs aux animaux en termes de moralité et de rationalité. C'est un peu spécial à expliquer, mais ça vaut le coup de le lire. Swift, il utilise dans ses voyages fantastiques des critiques et il ridiculise même les divers aspects de la société de son époque. Il remet en question la politique, la guerre, les sciences et même la nature humaine. Et son approche est souvent considérée comme
une des premières formes de littérature de science-fiction. Et l'œuvre, en fait, initialement, elle a été publiée de manière censurée. Alors, elle a été censurée, mais publiée en 1726. Donc ça date de très longtemps. Et ce roman SF, en fait, a gagné sa renommée par son ingéniosité satirique et son approche audacieuse des thèmes politiques et sociaux de son temps. Donc là, on est bien en 1726, ça remonte quand même à très loin, très chers auditeurs et auditrices, ou auditrices et auditeurs. Et donc, pour une description plus détaillée et une analyse approfondie de chaque partie du roman, je vous recommande finalement de consulter des sources telles que le littlerature.fr sur Wikipédia et la bibliothèque de l'INSA à Lyon, et aussi le Mac du ciné, qui peuvent vous proposer des résumés, des analyses approfondies sur ces thèmes et sur les personnages en fait qui composent cette œuvre. Donc n'hésitez pas à aller dessus, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce que je vous dis, même si je ne dis pas bien, vous l'avez dans l'article. Donc n'hésitez pas à aller sur l'article et à lire ce que j'ai écrit, et vous pourrez retrouver facilement des sources. Et donc on va faire un petit jeu, un petit peu comme pour Télémac. Je vous ai procuré 10 questions et réponses du roman qui pourraient vous intéresser sur les voyages de Gulliver et sur Jonathan Swift, et ça pourrait peut-être vous intéresser et vous poser des questions voilà, pour voir un petit peu plus dans le détail ce qu'est son œuvre. Donc, quelle est la satire principale dans la première partie du livre, à Lilliput? Alors, la première partie du livre, en fait, met en lumière la ridicule petitesse des conflits humains, eh bien, qui est symbolisée par la guerre entre les Lilliputiens et pour savoir de quel côté casser un œuf. C'est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais en gros, cela satirise les disputes politiques, souvent insignifiantes, et les guerres dans la société humaine. Et je trouve ça super intéressant comme réponse que j'ai apportée, parce que ça permet en fait finalement de comprendre, alors peut-être que moi je vais m'exprimer mal, mais de comprendre en fait à quel point en fait certains débats qui sont faits ou créés en fait au sein de notre société, au sein de nos gouvernements, sont vraiment ridicules par rapport aux besoins que nous, les hommes, en fait, enfin les hommes et les femmes ont besoin. Voilà, ça peut être très ridicule, quoi. Et ils se prennent la tête pour des trucs, alors que nous, en fait, on a besoin de choses bien plus importantes. Alors que eux, ils ont besoin de trucs, quoi. Bref, deuxième question. Comment la taille de Gulliver influence-t-elle sa perception dans les différentes sociétés qu'il visite? Alors, j'ai lu le roman et je l'ai parcouru rapidement, hein. Je ne l'ai pas lu dans le détail, mais je l'ai survolé dans tous les sens. Et c'est vrai qu'à Lilliput, sa grande taille, en fait, le rend puissant, mais aussi vulnérable. Tandis à Brobdingnag, alors je sais pas comment on dit, Brobdingnag, sa petite taille, en fait, le rend insignifiant et impuissant. Et cela montre comment les circonstances peuvent radicalement changer notre statut social et notre pouvoir. Voilà, tout dépend en fait finalement comment quelque chose qui est énorme peut rendre donc puissant, comme je viens de le dire, un État par exemple, hein, un État qui est grand et il peut montrer qu'il est puissant, mais il peut être aussi vulnérable de par en fait la capacité à d'autres civilisations qui peuvent intégrer cette ou alors qui peuvent intégrer cette civilisation, enfin ce continent, ou alors même faire partie de cette société que crée en fait le Brobdingnag,
Mais par contre, voilà, le fait d'intégrer cette société ne veut pas dire accepter tout ce que eux y font. On peut aussi manipuler et changer en fait les idées. Et d'ailleurs, euh, le fait d'être conséquent, d'avoir une importance, enfin, comment dire, assez compliqué à expliquer, mais je pense que c'est pas le nombre qui fait que tu as plus d'impact. Je pense que c'est plutôt la façon de penser qui a l'impact. Si quelques personnes, en fait, finalement, ont une bonne façon de penser, elles peuvent influencer d'autres personnes, qui vont influencer d'autres personnes. Et au final, en fait, finalement, peu importe que ton pays soit grand, mais si la plupart des gens pensent d'une certaine façon, eh bien, tu ne feras rien. Même si toi, tu penses avoir un grand pays. Là, je parle des hommes politiques, hein. Je parle pas des gens comme toi et moi. Je parle des gens qui sont au sein de notre gouvernement, qui font les règles et qui pensent tout savoir et tout connaître, alors qu'en fait, ils ne savent rien du tout. Troisième question. Quelle critique Swift fait-il de la science et de la rationalité dans la partie de Laputa? Alors déjà, je vous ai dit que Laputa, c'était un nom un petit peu bizarre, qui fait penser à la pute, mais je trouve en fait finalement que la description que je vais en faire, la réponse, explicite vraiment bien la réponse. En fait, Swift, il critique l'obsession pour la science et la rationalité qui peut mener à l'absurde. Et les habitants en fait de Laputa sont tellement pris dans leur théorie qu'ils en oublient les aspects pratiques de leur vie, représentant la déconnexion entre la science et ses applications pratiques. Et ça, c'est super intéressant, hein, parce que c'est un peu compliqué à expliquer tout de suite comme ça dans un podcast, mais n'empêche qu'il faut se dire que ça rejoint un peu l'idée de la deuxième question. C'est que peu importe le pays que tu as ou les règles que tu veux mener, donc là je parle des politiques, si ces gens-là pensent une certaine chose et qu'ils veulent mettre en place certaines choses, mais qu'en fait ils se disent dans leur vie tout se passe comme ça et ça va se passer comme ça et je ferai tout ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça, bah finalement il n'y a rien qui va se passer comme tu veux puisque de toute façon la plupart des gens qui sont autour de toi ne pensent pas comme toi. Et c'est pas parce que t'es d'une c'est pas parce que t'es riche par exemple ou que alors j'ai rien contre les riches, mais je dis juste que c'est pas parce que t'es riche et que tu as le monopole sur sur tous les groupes auxquels tu participes, que forcément les gens, les petites gens, vont penser comme toi. Au contraire, ils vont plutôt penser l'inverse même, je pense. Mais bon, ça c'est un autre détail, hein. Là, on dirait que j'ai envie de parler, mais on en parlera plus tard de ça. Comment le pays des Ulohim représente-t-il une utopie? Si vous avez lu le roman, moi je l'ai un peu parcouru, eh bien, en fait, chez eux, c'est une société idéale gouvernée par par la raison et l'harmonie. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de conflit, et ça contraste en fait fortement avec la brutalité et la corruption des Yahoo, les humains, quoi. Donc, tu vois, on te montre en fait que ça montre deux civilisations différentes. Tu as les riches et les pauvres, ceux qui sont hors sol et ceux qui sont dans la vraie vie. Donc on a bien beau créer des lois, d'ailleurs je vous encourage tous à les voter et à aller faire ce que vous voulez pour changer les choses, pour avoir un monde meilleur et avoir des gens qui nous représentent vraiment. Mais c'est pas en choisissant des gens qui sont soi-disant qui paraissent bien. Et puis il faut faire des recherches. Il faut savoir d'où ils viennent ces gens-là. La plupart des gens qui viennent de la politique sont des gens riches, qui viennent de castes spécifiques. Et donc du coup, bah, de facto, tu te retrouves qu'avec les mêmes gens qui nous gouvernent.
et qui sont complètement hors sol en fait par rapport à ce que nous on vit chaque jour en tant que petit être humain, quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'aimais bien ce voyage de Gulliver, parce que bah, ça représente un peu notre société, quoi. C'est c'est plutôt vrai, je trouve. Donc oui, pensez à aller voter, s'il vous plaît. Quel est le point de vue de Swift sur la nature humaine dans le roman? C'est la 5e question, hein. Swift, en fait, il présente une vision très pessimiste de la nature humaine, et en particulier dans la dernière partie du livre, où les hommes, donc il les appelle les Yahoo, sont représentés comme des bêtes, des bestiaux, corrompus et inférieurs aux Sim. Et voilà, c'est ça. En fait, on se rend compte finalement que dans ce livre, euh, le point de vue de Swift, c'est de montrer en fait finalement qu'il y a différentes castes dans notre société, selon moi, et que bah, en fonction en fait de ta caste, tu ne vois pas les choses pareilles, quoi. Tu vois les choses différemment. Et la nature humaine, certes, elle a des défauts, mais elle a aussi beaucoup de qualités. Et la qualité première, selon moi, que je peux intégrer dans cet article, c'est que les, peu importe même finalement que tu sois riche ou que tu sois pauvre, ce qui importe finalement, c'est ta mentalité et ton éducation. Et de facto, dès lors que tu penses à autrui, aux gens avec qui dès lors que tu as un peu d'expérience en fait de la vie et que tu sais comment vivre avec les autres, que tu fais preuve d'empathie et d'amour, eh bien, tu sais comment te comporter avec les autres, et donc les lois que tu crées, donc si tu es quelqu'un qui fait partie d'une caste riche et qui en plus promulgue des lois, eh bien donc du coup tu vas créer ces lois pour aussi, autant pour les pauvres que pour les riches. Donc, il ne faut pas qu'il y ait vraiment de réelle différence entre les deux. Il faut qu'il y ait une harmonie entre ces deux castes. Mais c'est pas le cas qu'on voit en ce moment avec notre capitalisme actuel. Du moins, c'est mon point de vue, encore une fois, hein. C'est mon point de vue. 6e question. Comment les voyages de Gulliver reflètent-ils les opinions politiques de Swift? Alors, le livre, il critique les gouvernements, un peu comme je le fais aussi, et la politique de son époque, et qui montre l'absurdité et l'incompétence des dirigeants, et souligne la nécessité du bon sens et de la moralité en politique. Alors là, on est en plein dedans. Là, on est au mois de février, en 2024, et vous savez très bien que bah il y a eu par exemple les manifestations avec les agriculteurs, et vous voyez qu'il y a le libre-échange et toutes les conneries qu'il y a à côté, qui ont été mis en place par les gouvernements et par l'Union européenne. Et donc du coup, vous vous rendez bien compte que finalement, ça n'a pas de sens en fait, finalement, toutes les lois qu'ils ont mis en place pour privilégier en fait nos agriculteurs et même notre société à nous-mêmes, enfin notre propre société française. Voilà, il faut se mettre un peu à la place des gens qui travaillent dur. Et selon moi, en fait, ça représente énormément, ça représente bien, en fait, finalement, notre courant actuel. Donc, je vous rappelle quand même que ce livre, alors là, on était à la question 7. Je vous rappelle que ce livre date de 1726. Voilà. Donc ça, je vous laisse imaginer un peu le contexte. Et donc, du coup, quelles ont été, donc pour la 8e question, quelles ont été les influences historiques et personnelles qui ont fasciné et façonné l'écriture de Swift? Eh bien, le roman, en fait, il a été influencé par le crash de la Compagnie des mers du Sud en 1720, qui a affecté en fait Swift personnellement. Et ça, je vous invite à rechercher sur Internet ou sur Wikipédia pour en savoir un peu plus. Et ainsi que par son désenchantement en fait avec la politique et la société de son époque. Ça, je vous recommande de rechercher la Compagnie des mers du Sud en 1720. J'ai fait quelques recherches, et c'est quand même assez incroyable.
J'ai l'impression en fait que ce gars-là en fait est complètement en avance par rapport à notre époque. Enfin, si on fait la mesure en fait, la parallèle en fait avec son époque, il était complètement en avance. Neuvième question. Pourquoi le livre a-t-il été publié de manière censurée initialement? Eh bien, la première version, en fait, en 1726, a été censurée en raison de ses critiques audacieuses et directes de la société et de la politique de l'époque, et ce qui pouvait être considéré comme controversé et potentiellement dangereux pour l'auteur. Alors, je vais retenir plutôt le côté potentiellement dangereux pour l'auteur, parce que effectivement, controversé, bah, je sais pas si à l'époque, en 1700, c'était controversé, mais en tout cas, oui, c'était complètement dangereux pour lui, puisqu'il était contre un petit peu bah, l'oligarchie qui était en place, le capitalisme qui était en place, parce qu'il y avait quand même du capitalisme à l'époque. Et donc, du coup, effectivement, ces gens-là, en fait, étaient en avance par rapport à leur époque, et savaient déjà, en fait, ce que nous-mêmes, on sait déjà. Voilà, il faut se poser les bonnes questions, hein, de toute façon. On va finaliser avec la 10e question et après on va arrêter là. Comment les différents voyages de Gulliver reflètent-ils l'évolution de son personnage? Alors chaque voyage en fait qui transforme Gulliver, en passant par l'innocence et la désillusion, commence par être fasciné et impressionné par les nouvelles sociétés et finit par devenir critique et misanthrope et reflète en fait une perte d'innocence et de désenchantement progressif avec l'humanité. Alors, ce paragraphe-là me fait penser quand même à quelque chose d'autre, peut-être qui n'a rien à voir avec, comment dire, avec ce que j'ai répondu comme question, par rapport à la question, hein, comment les différents voyages de Gulliver reflètent l'évolution de son personnage. Mais quand je lis reflétant une perte d'innocence et de désenchantement progressif à l'humanité, en fait, on se rend compte finalement qu'il y a peut-être une forme de désespérance, quoi. On se demande, mais est-ce que finalement, même dans son temps, hein, en 1700 ou en 1800, je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort, il faut que je fasse des recherches, mais peut-être qu'effectivement, il s'est dit, bah, peu importe en fait finalement, peu importe ce que je pense, peu importe ce que je fais, et est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête et de continuer mon combat? Sachant qu'en fait, finalement, il y a des puissants qui sont là derrière et qui sont en train de me manipuler ou qui sont en train de manipuler les autres pour me dissuader et faire en sorte que je ne puisse pas parler. Alors là, je suis en 2024, je peux vous parler de ce livre, mais en 1700, je peux vous garantir que c'était pas la même, hein. On pensait pas la même chose, hein. Et puis surtout qu'en plus, la parole n'était pas aussi, certainement, n'était pas aussi ouverte que maintenant, quoi. Voilà, et je vous laisse méditer quand même là-dessus, parce que c'est quand même super intéressant. En fait, finalement, je me rends compte que, en ayant créé cet article, que comme les aventures de Télémaque et le voyage de Gulliver, c'est des œuvres en fait de SF qui sont vraiment incroyables et en avance sur leur temps. Et on pourrait se demander finalement, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas eu connaissance de tout ça, ou pourquoi les gens ne le connaissent pas? Parce que moi, d'après les personnes avec qui je parle, ils ne connaissent pas, donc je dis pas que je connais tout, mais je dis juste que la plupart des gens que je connais ne savent pas en fait ces œuvres-là, ne les connaissent pas. Donc moi, je vous invite à partager en fait ces œuvres-là et puis à les lire. Moi, ça me pousse aussi à en savoir un peu plus à chaque fois que je crée un article nouveau. Mais si vous avez vraiment des questions là-dessus, n'hésitez pas, et que vous avez la flemme de chercher, moi je vais chercher pour vous, il n'y a pas de problème, je vais faire des recherches. Je ferai en sorte de répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à commenter en bas de l'article. Ça c'est vraiment important pour moi. Et on essaiera d'avancer un peu plus dans cette, euh, dans cette façon de voir les choses en fait que Swift avait, quoi. Pour moi c'est vraiment très intéressant. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, bisous.